Mais il y a eu un aha moment où Ouais. est-ce que là, à ce moment-là, on a dit, ah mon Dieu, c'est comme, OK, là, je comprends. Et c'est souvent ça qu'on escamote dans les organisations. C'est que quand on n'est pas à l'aise avec les émotions, nos propres émotions, puis on voit des émotions émerger chez l'autre, ça nous rend inconfortables, à la limite le sentiment d'incompétence. But also as human beings, if we're going to grow, it means that we've never done that before. If you want to be the best, you have to hang around people and you have to look at people that are the best. Speaking your truth is the most powerful tool we all have. Alors Nadine, encore une fois, très reconnaissante que tu sois là aujourd'hui avec nous, avec toutes les futures femmes leaders qui nous regardent. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Alors Nadine, parle-moi un peu de ce que tu fais au niveau de l'intelligence émotionnelle. Alors, j'accompagne les leaders dans les organisations à reconnecter avec leurs émotions et aussi à permettre à leurs employés de pleinement faire grandir l'intelligence émotionnelle collective, que j'appelle. On a beaucoup de souffrance dans les organisations, principalement parce qu'on ne permet pas aux émotions d'être présentes. Donc, soit on les camoufle, soit on les bloque. Il y a beaucoup de non-dits, parfois dans les organisations, des fois des jeux qui ne sont pas nécessairement sains non plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ces situations-là. Et puis, les leaders se rendent compte que l'intelligence émotionnelle, bien, ce n'est pas l'émotivité. Souvent, les gens confondent intelligence émotionnelle et émotivité. Et puis, ils se rendent compte que l'être humain, bien, s'il veut réussir dans son organisation ou dans sa vie, bien, les dernières études démontrent que 85 de la réussite d'une personne est appuyée sur l'intelligence émotionnelle et non sur le quotient intellectuel. OK. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as parlé. Tu as dit que les organisations souffrent. Quelles sont ces souffrances ou quels sont ces signes de souffrance qu'on voit dans les organisations? Donc, on voit beaucoup de dépression, des gens qui sont stressés. Donc, le stress peut être positif, mais là, on a plus la démonstration du stress qui est négatif, donc que ce soit de l'anxiété, des maux de tête, ou lors de discussions où est-ce qu'on aborde certains sujets, on voit de la confrontation entre personnes plutôt que garder les discussions au niveau de la confrontation des idées et puis avoir accès à plus d'innovation dans nos organisations. Alors, on souffre parce que parfois, dans les organisations, on ne permet pas aux gens d'être qui ils sont. Donc, on leur demande d'enfiler un costume quelconque qui ne leur convient pas, soit parce qu'on a peur, justement, d'avoir à grandir en tant que personne, parce que si on s'ouvre aux idées des autres, bien, ça veut dire qu'on va être challengé sur nos propres idées. Et puis, les organisations sont en train de prendre conscience que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est utile dans la vie. C'est quelque chose qu'on n'a pas enseigné principalement dans les écoles ou même aux universités. On voit qu'il y a des nouveaux programmes qui émergent tout récemment en lien avec l'intelligence émotionnelle. Donc, on arrive dans la vie, puis on est comme malhabile avec l'expression de nos émotions et de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. OK. Il y avait une belle chose que tu avais dit, que souvent les gens, ils sont pas nécessairement... ils ne voient pas la différence entre l'émotivité et les émotions. Dis-moi un peu, c'est quoi la différence? Parce que souvent, l'émotivité, je ne sais pas si c'est un stéréotype, mais on pense souvent à l'émotif comme étant quelqu'un qui va soit démontrer sa rage assez facilement ou soit démontrer, comment dire, une tristesse en pleurant ou quoi que ce soit, qu'on dit « Ah, ben t'es un émotif ». Ben c'est soit la colère, soit de pleurer en public, par exemple, ou après quelque chose, un incident, ben on pleure. Qu'est-ce que toi, tu créerais comme différent entre les deux termes? Bien, l'intelligence émotionnelle, ça a cinq grandes échelles. Donc, c'est la perception de soi, c'est l'expression émotionnelle, c'est aussi mes relations humaines, de quelle façon est-ce que j'établis puis je maintiens des relations qui sont mutuellement satisfaisantes. C'est tout mon processus décisionnel. Donc, comment je prends des décisions, quelles sont mes croyances, quels sont mes schèmes de pensée, dépendamment des contextes et des émotions qui vont émerger, qui vont venir
influencer ça, puis toute la gestion du stress. Fait que l'émotivité, on a appris dans la société qu'il y a des émotions qui sont mal, puis il y a des émotions qui sont bien. Et parce qu'on ne permet pas à l'ensemble des émotions qui sont neutres, c'est-à-dire qu'une émotion, la colère, c'est neutre, c'est-à-dire que ça agit selon un contexte, ça agit selon un sens que je donne à la colère. Dans certains pays, parler fort, ce n'est pas manquer de respect. Au contraire, c'est très bien reçu dans la culture, tandis que parler fort dans une autre culture, c'est mal reçu. Donc, on a vraiment libellé les émotions comme étant bonnes ou mauvaises, alors qu'elles sont neutres, c'est-à-dire c'est le sens que j'accorde à une émotion, c'est le fait que je l'exprime ou que je ne l'exprime pas au moment où elle a besoin d'être exprimée ou au moment où j'ai besoin d'être à l'écoute de cette émotion-là, qu'il peut y avoir une escalade. Donc, par exemple, si je suis frustrée et que je n'ai pas trouvé une façon de pouvoir exprimer cette frustration-là, ça peut être tout simplement en écoutant de la musique, ça peut être en récitant un mantra, ça peut être en griffonnant quelque chose, ça peut être d'aller prendre un café, etc. Donc, de laisser évacuer la frustration, de se confier à quelqu'un, mais elle va escalader, elle va devenir de la colère, elle va devenir de l'anxiété et éventuellement de la rage. Donc, dans les organisations, c'est ce qu'ils sont en train de se rendre compte avec tous les programmes de santé mieux-être, c'est qu'un programme d'aide aux employés, ce n'est pas suffisant. Il faut réapprendre à devenir humain et à connecter entre nous et à permettre aux émotions de nous habiter et d'être échangées entre nous. Une chose sur laquelle je suis souvent en réflexion, c'est de savoir au niveau des émotions, est-ce que qu'on parle d'intelligence émotionnelle, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on a certaines émotions, c'est de savoir quand transformer cette émotion en quelque chose d'autre ou c'est effectivement de la ressentir parce que souvent la problématique de certaines personnes vient au fait que lorsqu'elles ressentent certaines émotions, elles ne savent pas nécessairement quoi faire avec cette émotion-là. Et je crois que de camoufler ou d'essayer de comment dire, balayer sous le tapis les émotions, c'est encore pire que de ne pas les exprimer. J'aimerais ça savoir pour toi, en termes d'intelligence émotionnelle, dans un contexte organisationnel, est-ce qu'on essaie d'encourager les employés à, comment dire, ressentir leurs émotions et les vivre lorsque ces émotions-là surviennent, ou est-ce qu'on les dit, bien, tes émotions, il faudrait que tu les gères d'une autre manière et mais qu'on ne voit pas comment tu gères tes émotions. Alors, qu'est-ce que toi t'en penses? Je pense que dans les organisations, on voit beaucoup de messages où est-ce qu'on dit remettre l'humain au centre, Oui, c'est vrai. de considérer l'humain en premier. Si on prend soin de nos ressources humaines ou de nos employés, ils vont prendre soin de nos clients. Donc, il y a comme une sensibilisation actuellement dans les organisations où je pense que la maturité pour accueillir les émotions dans les organisations est favorable en ce moment, d'autant plus que la dépression est la maladie du siècle, que ça a des coûts énormes comme sur la société, pas juste au niveau des organisations. Ce que je dirais, c'est qu'on est en train d'apprendre à se réapproprier nos émotions, puis de vouloir camoufler les émotions, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est de pouvoir les exprimer d'une façon où est-ce que, j'ai pris conscience de ce qui a déclenché cette émotion-là et de pouvoir l'amener à la table d'une façon sécuritaire. Donc, on entend des fois la psychologie, la sécurité psychologique, de s'assurer de pouvoir accueillir, comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais nécessairement accepter, adhérer à ce que la personne est en train d'exprimer si elle reste dans son schéma de pensée ou sa perception. C'est pour ça qu'en tant que coach, souvent, on amène les gens à faire des prises de conscience sur les mécanismes qui ont peut-être déclenché ou qui favorisent certaines émotions plus que d'autres. Mais de les cacher, les camoufler, ça ne fait que s'accumuler puis éventuellement escalader à une émotion qui va être beaucoup plus difficile
difficile à gérer ou à être accueilli et accepté. Oui, et peut-être même reconnu. Hein? Parfois, on peut passer sur une émotion et ne jamais reconnaître cette émotion-là. Et souvent, j'entends certains grands conférenciers qui disent que c'est ça, une émotion qui revient, c'est une émotion qui n'a pas eu suffisamment d'attention. Alors, à partir du moment où on n'a pas donné cette attention-là à ce sentiment-là, ça revient. Et parfois, ça revient sous d'autres formes. Parfois, ça va venir sous forme d'anxiété. On va se tourner vers que ce soit manger excessivement, boire excessivement, sans vraiment essayer de comprendre la nature du déclencheur. Moi, j'aimerais ça savoir, pour toi, au niveau de tout ce qui est intelligence émotionnelle, est-ce qu'on parle de reconnaître ses émotions ou les émotions des autres? Parce que moi, je me dis, le travail que j'ai à faire, c'est en premier d'essayer de reconnaître mes émotions. N'importe qui pourrait dire, ben tes émotions, c'est généré par toi, c'est à toi de travailler sur ça. Mais dans ce contexte-là, c'est à qui revient le travail des émotions? Je dis c'est les deux. Parce qu'en tant qu'être humain, on est interconnecté, on est interrelié. Donc, une émotion, c'est toujours en mouvement, c'est comme une énergie, c'est très bref, une émotion. L'émotion va se transformer en sentiment, va se transformer en une croyance, va se transformer en une humeur, etc. Puis c'est ça qui persiste dans le temps. Mais une émotion, c'est très vif, c'est très rapide, c'est toujours en train de se transformer. Alors, on ne peut pas toujours mettre le doigt sur l'émotion pure, comme d'identifier quel est le besoin qui s'exprime à travers ce mouvement-là d'énergie qui est une émotion. Qu'est-ce qui est un sentiment que je ressens? Je le ressens où également dans mon corps? Parce que notre corps est aussi un très bon baromètre pour pouvoir nous indiquer qu'est-ce qui est la nature du besoin ou qu'est-ce qui est la nature de l'émotion qui tente de s'exprimer. Alors, c'est tout ça qu'on a besoin de se réapproprier. C'est mon principal outil, qui est mon corps, bien, on ne nous a pas enseigné à comment reconnaître les signes avant-coureurs avant même qu'une émotion s'exprime. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans mon corps, il y a des choses que je vais capter, soit par intuition, pour lequel ça m'annonce une émotion ou ça m'annonce un besoin qui est là puis qui a besoin d'espace pour s'exprimer. OK, d'accord. Alors, on devrait être encore plus à l'écoute. Quand on parle d'émotion, il faut tout de suite faire le lien avec le corps et comment le corps réagit ou nous introduit à cette émotion-là. Parce que souvent, on a l'impression que les émotions arrivent de nulle part. Il y a quelque chose, un sentiment de tristesse, peu importe, de colère ou de... bon, il y a bien d'autres émotions, mais c'est les deux plus grandes qu'on connaît tous. Mais c'est ça, parfois, on a l'impression que ces émotions arrivent tout d'un coup, mais il y a eu plusieurs étapes qui se sont suivies pour arriver justement à une émotion finale. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faut être attentif en termes du corps? Est-ce que c'est que les émotions vont se loger à différentes parties de notre corps? Bien, on va les ressentir d'une façon différente. Il y a des gens, par exemple, vont avoir la gorge nouée quand ils sont en colère puis ils ne veulent pas s'exprimer. Il y en a d'autres, c'est le poing dans le ventre ou est-ce que là, il y a comme un nœud. Ou les gens, la mâchoire, ils sont fâchés puis là, la mâchoire est vraiment comme tendue. Des fois, les gens te parlent puis ils ont les doigts comme les poings fermés, etc. Okay. Puis tu vois qu'il y a quelque chose qui s'exprime. Okay. Donc, le non-verbal aussi peut indiquer une émotion que quelqu'un est peut-être en train de vivre sans que lui soit en train de s'en rendre compte. Des fois, les gens plaquent, viennent rouges, plaquent. Donc, nous, on en est témoin. On voit la personne en train de plaquer et la personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de plaquer. Et là, à ce moment-là, on peut être utile à la personne pour dire qu'est-ce qui se passe en toi, je vois une réaction sur ton corps et tout ça, d'être à l'écoute pour accueillir et non juger qu'est-ce qui est en train de se passer, que ça devrait ou ça ne devrait pas. Je dis toujours qu'on a à tempérer notre compétence de jugement parce qu'on est excellent à juger les êtres humains. On nous a drillé vraiment sur cette compétence-là qui nous empêche de rester curieux. Donc, je dis de tempérer
la compétence de jugement, élever la compétence de curiosité, qui fait que les enfants, quand ils choquent ou quoi que ce soit, après ça, ils retournent jouer avec leurs amis. C'est comme ils l'ont oublié, ils sont passés à autre chose. Même des fois, ils vont venir consoler un ami de façon spontanée. Je dirais que ce qui manque actuellement, puis on voit ça, il y a beaucoup de livres qui s'écrivent sur cette compétence émotionnelle-là, c'est comment est-ce qu'on peut devenir plus empathique envers les gens. Puis être empathique, comme je le répète, c'est comprendre, c'est pas nécessairement accepter, tolérer, adhérer à un comportement qu'on trouve peut-être pas approprié, mais de comprendre l'autre personne. Déjà là, on permettrait une plus grande place aux émotions dans nos organisations. Alors, Nadine, sur la dernière question que tu viens de répondre, tu as parlé d'empathie. J'ai comme l'impression qu'il y a un beau lien à faire au niveau de la compassion. Je pense, souvent, j'ai l'impression que le jugement dont tu parles, qui semble être presque inné en nous, non seulement on juge les gens, mais j'ai comme l'impression qu'on juge autant les gens parce qu'en premier, on se juge beaucoup. Comment tu vois ça, la compassion ainsi que l'empathie dans les organisations? Est-ce que c'est envers l'un l'autre en termes de collègues que ça se passe? Effectivement, je pense qu'on se donne beaucoup de barèmes ou de choses à atteindre. On voit beaucoup d'exigences dans le regard des autres. Donc, ça nous amène à vouloir juger nous-mêmes aussi, de dire est-ce que je suis à la hauteur de ce que la personne s'attend de moi? Est-ce que je suis ce que la personne aimerait que je sois pour lui? Donc, on a développé beaucoup le paraître. Donc, d'être dans le regard de l'autre et d'être accepté dans le regard de l'autre avant d'être dans son propre regard d'acceptation, puis d'avoir de la bienveillance en premier pour soi et ensuite être capable d'offrir cette bienveillance-là pour les autres. Le jugement se déclenche souvent parce que je veux avoir raison et tu as tort. Donc, quand on cherche « je veux avoir raison, tu as tort », ça l'amène ce jugement-là où est-ce qu'on dit « tu es dans l'erreur et moi, j'ai la bonne réponse ». Je pense que c'est beaucoup plus sain de pouvoir avoir une inclusion plus grande. C'est là que je dis que dans les organisations, on a à élever à la confrontation des idées ou à faire grandir nos idées par l'acceptation de ce qui est présent. Parce que je vais donner un exemple concret. Oui. Si j'ai une personne qui est réticente au changement de ma perception à moi, je vais dire, bon, bien écoute, il faut l'aider, il faut l'aligner, il faut qu'elle comprenne comment... L'aligner, oui, il faut l'aligner, puis c'est comme, il faut qu'elle comprenne là, que c'est par là qu'on s'en va, puis il faut qu'elle embarque, puis ou elle débarque. Là. Donc, souvent, on entend ce genre de discours-là. Alors que c'est arrivé à quelques occasions avec des gens que j'ai accompagnés où est-ce qu'il y avait une vision tunnel. Donc, cette personne-là qui avait de l'air récalcitrante, qui avait de l'air comme quelqu'un qui adhérait pas au changement, etc., on l'avait jugée comme étant personne qui, bon, je pense qu'il va falloir qu'on s'en occupe de cette personne-là. Oui. Elle ne semble pas vouloir adhérer au changement que l'on prend, alors qu'elle était tout simplement maladroite dans l'expression de ce qu'elle voulait communiquer pour alerter les gens qui étaient dans une vision tunnel et qui s'en allaient directement dans un mur. Donc, quand on a permis à tempérer la compétence de jugement, donc de juger rapidement que cette personne-là est récalcitrante et lui juger que les personnes ne voient pas ce sur quoi ils attendent d'attirer l'attention, puis qu'on a amené plus de curiosité dans les échanges. Mais il y a eu un aha moment où est-ce que là, à ce moment-là, on a dit « Ah, mon Dieu, c'est comme, OK, là, je comprends. » Et c'est souvent ça qu'on escamote dans les organisations. C'est que quand on n'est pas à l'aise avec les émotions, nos propres émotions, puis on voit des émotions émerger chez l'autre, ça nous rend inconfortables, à la limite le sentiment d'incompétence qui fait que je vais bloquer. Okay. Et je vais tout de suite demander à la personne de pouvoir comme se réapproprier quelque chose qui nous appartient à tous les deux. OK. Wow! C'est presque comme pour mettre l'autre personne à l'aise à ce moment-là, parce que tu dis que qu'on voit une émotion et qu'on ne la comprend pas, bien à ce moment-là, on a tendance à vouloir que l'autre personne s'enligne
à notre confort et c'est pas la responsabilité à l'autre de nous mettre confortable, c'est à nous d'essayer de trouver notre centre et de nous, de voir qu'est-ce que l'émotion de l'autre génère en nous. Oui, effectivement, il y a une co-responsabilité Ouais. dans ça, où est-ce que la personne fait peut-être un miroir sur quelque chose que j'ai besoin de prendre conscience sur moi-même. Et puis ça, c'est effrayant pour certaines personnes parce que, on peut se sentir comme malhabile, de dire, voyons, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis on veut toujours rétablir un côté plaisant Ouais. que ce soit dans notre corps ou que ce soit dans notre posture, etc. Donc, dès que ça nous déstabilise un peu, bien, on projette sur l'autre comme la responsabilité de reprendre ce qui lui appartient et nous de se dégager d'une certaine responsabilité. Alors, je dis toujours qu'il y a une co-responsabilité et là, ça prend de la maturité collective émotionnelle pour lequel, c'est pour ça que j'accompagne les organisations à faire davantage de place à cette intelligence émotionnelle-là dans les organisations.